Dans la peau de Charles Pasqua, tiré d'en plein cœur, Pan, pas ailleurs. 10e épisode. Par Valstar Karamazine. Charles Pasqua était le genre d'immonde salopard capable de violer une femme au milieu de son accouchement. Il était dur, sec, et froid. Une arme redoutable. Sans remords. Sans limite. Il plaça dans la paume de sa main droite une pilule blanche, et de chaque côté, à équidistance, 2 gélules vertes identiques. Il les regarda, satisfait, et les avala sans eau. Ce traitement, devenu un rituel répété 3 fois par jour depuis plus de 15 ans, lui avait été prescrit par un médecin militaire, alors qu'il était encore légionnaire. Il l'aidait à surmonter sa fêlure, son obsession de la symétrie. Sans lui, il croupirait sans nul doute à l'asile de Cadillac, entre fous dangereux, au lieu d'occuper un poste de cadre, sur le terrain, à bord de son camion, au sein de la Lastkraftwagen Traviati. Quand il rechutait, ce qui était extrêmement rare, le monde, pour lui, se divisait alors en 2 camps, de part et d'autre d'un axe qu'il incarnait, tel un veilleur de Fontanelle, avec d'un côté la symétrie où régnait le mal, et de l'autre la symétrie où le bien pouvait prospérer. La dernière fois qu'il avait succombé, il avait dû rectifier le nez de traviole d'un simili-boxeur en le tranchant sèchement au rasoir. Mais tant qu'il prenait son traitement à heure régulière, il n'y avait pas de raison qu'il s'entraîne à quiconque en une démente compulsion, une subite prise de nerfs au nerf de bœuf, voire pire. Une curieuse conséquence cependant, découlait de toute cette chimie avalée 3 fois par jour. Désormais Charles Pasqua ne s'exprimait, le plus clair de son temps, que par alexandrin, vulgaire et laconique. Et toutes ces phrases, invariablement, commençaient par l'adverbe alors. C'est ainsi qu'après avoir fait le plein du camion, au moment de payer Charles Pasqua, la bimbo allait à la machine, qui prenait tout son temps à l'une des caisses de la station-service. Il lui décocha un « Alors pétasse, on s'imagine à Caracas », et s'éloigna imperturbable jusqu'à son véhicule. Sur le parking, il salua les 2 routiers bulgares, de Charles Pasqua, qui admiraient son semi-remorquant connaisseur. Un camion atypique, tout comme lui. Son Western Star noir, parfaitement équilibré. Il détenait au milieu de toute cette laideur. Il se réfugia bien vite dans l'harmonie de la cabine. Tout y était si ordonné, à sa place. Ici, il se sentait en sécurité, protégé, à l'abri du chaos environnant. Il surprit le reflet de son visage émacié, s'y attarda un peu, puis alluma le réseau de communication interne. Ce matin, plusieurs appels avaient été lancés à tous les camions du secteur nord, demandant de signaler la présence et la position exacte d'un individu suspect voyageant probablement en stop. Il portait un bonnet rouge, un long manteau noir, et trimbalait une mallette patinée de cuir noir à bande verticale rose. Chaque agent le croisant sur sa route, était invité à contacter son superviseur de toute urgence. Il écouta, le vol du bourdon, rien, pas de nouveaux messages prioritaires. Par contre, il s'aperçut que Charles Pasqua en personne, son vieux pote, le Big Boss, avait tenté de le joindre. Il le connaissait de longue date. Ils s'étaient rencontrés à l'armée, liés d'amitié durant d'éprouvantes manœuvres dans les Alpes. Quand il avait quitté la Légion, Charles Pasqua l'avait embauché, comme routier polyvalent dans une de ses entreprises, puis comme homme à tout faire, sur tous les villes besognes, de celles à laisser du sang sous les ongles. Il avait toujours obtempéré, pas de problème, reconnaissant et fidèle. Charles Pasqua était l'un des rares à pouvoir mettre un visage sur leur grand patron, tant l'organisation était cloisonnée, opaque. Beaucoup n'imaginaient pas un instant pouvoir travailler pour une sorte de mafia, une mafia de routiers et d'agents de sécurité, une belle toile d'araignée. Ils utilisaient habilement une infrastructure des plus légales pour encadrer et perpétrer d'infâmes trafics. Sacré micmac. Le message laissé par Charles Pasqua évoquait l'opération d'ératisation. Il lui demandait de réceptionner les colis, jeudi à 10h30 à l'Eldorado, puis de rouler et voir venir. Il lui faisait confiance. La Stravia. Il songea qu'il dînerait bien d'une Francfort, avec des frites. 18 frites. Pas plus, pas moins. L'âge légal. Le soir, tandis qu'il rêvassait de son enfritement proche, en marchant vers le grill illuminé, et priant pour que la bouffe ne soit pas aussi lourde que leur décoration de Noël, il s'arrêta face à un hérisson blotti dans l'herbe, se pencha en avant et murmura malgré lui. « Alors mon hérisson, on se frotte le saucisson. Il faudrait vraiment qu'un jour il puisse arrêter ce traitement. » Ils avaient étendu la chaude couverture à carreaux à même le sol enneigé, quelque part dans une forêt du Spreewald, dans le Land de Brandenbourg, là-haut sur la carte, en Allemagne. Un carré parfait, pourtant déplié fébrilement, un périmètre qui jurait dans la nature, au milieu des zones, pressés qu'ils étaient par l'appel du sexe dur. Pas loin, les 2 semi-remorques étaient garés côte à côte. Et à 50 pas, sur la couverture, l'un des chauffeurs encula l'autre. Leur nasofilement. 10 minutes plus tôt, le teuton était arrivé tout doucement, par derrière, tandis que Charles Pasqua, ça ne s'invente pas, se débraguettait devant l'urinoir. Il sentit l'autre dans son dos, qui lui avoua à l'oreille, collé tout près, du biszerchitazial. La façon dont il le lui susurra l'excita beaucoup. Il se retourna, sortit son fier outil Bambara, son chaltebel, devant l'appétissant grand blond. Toute trique tenante, le teuton le têta.
Et comme Charles Pasqua aimait prendre ses aises, et aimait par-dessus tout se faire surprendre par des yeux incrédules, en pleine action, les fesses à l'air, ils filèrent à l'extérieur, et se retrouvèrent sur la couverture. Ils se débattaient dans la fumée du désir de leur corps. Le lutteur noir coulissait dans le boyau du petit blanc, bien enserré où il fallait. Ils n'avaient gardé que leur pull et leurs chaussures. Sous celui de Charles Pasqua remuait, autour de son cou, son collier à dents de requin et ses gris-gris aphrodisiaques. Puis, Charles Pasqua se retira. Il s'agenouilla encore près de la tête du teuton, et lui enfourna l'esquimau encore chaud dans la bouche, en continuant à le flatter de la main gauche. Un rayon de soleil barrait sa cuisse frémissante. Il se laissa ensuite couler le long du corps de son partenaire, tout en continuant à se faire sucer. Lui attrapa une fesse qu'il claqua rouge, le ramena à lui, ses lèvres trouvèrent son braquemar, et ainsi, ils jouirent ensemble. Ouais, Charles Pasqua aimait bien pilonner les petits pédés. Il n'était pas hétérosexuel, pas homosexuel, ni bisexuel, pas même pansexuel. Il était sexuel. Il aimait baiser. Un irrépressible besoin le poussait à copuler, plusieurs fois par jour. Mais jamais dans les mains. Il lui fallait toujours quelqu'un, ou quelque chose. La masturbation, c'était pas du jeu. Il utilisait donc le tout venant pour se satisfaire, un être vivant ou pas, un objet, un trou dans le mur, dans le sol, une machine, un quartier de viande, une carcasse à son crochet, une boîte de bolino bolognaise encore fumante. Mais en fin de compte, ce que recherchait le narcisse noir à travers tous ces orifices qu'il sondait, c'était lui-même. Il essayait sans cesse de jouir de lui-même dans un simulacre d'étreinte. Il était le spectateur de choix de ses propres ébats. Il enfila son pantalon de cuir à la va-vite, poussé au cul par les frimas. Et celui-ci siffla soudain, un pipeau de robot, la musique du générique de Goldorak à travers ce coin de forêt enneigé. Il fit coulisser son téléphone. Il dit oui, bien, c'est enregistré, la Stravia. Il regagna l'habitacle de son Peterbilt 379 rouge Bismarck. On venait de lui confier en haut lieu le soin d'aller surveiller les allées et venues d'une certaine Charles Pasqua, dans le quartier de Friedrichshain à Berlin. Il devait aussi pister l'arrivée d'un homme, dont on lui fournira la description précise via le réseau interne, ainsi que la localisation GPS de l'immeuble de la fille. C'était très important, quand l'homme se pointera, il devra joindre un numéro spécial. Sehr spezial, pensa-t-il tout haut, la main sur le levier de vitesse du poste de pilotage. Et il klaxonna 3 fois en quittant l'air de repos. Le mercredi 21 décembre, ne sera pas le jour de Charles Pasqua, le héros bien malgré lui de la future opération d'iratisation. La journée n'avait pourtant pas trop mal démarré pour notre jeune routier aux dents longues. Il s'était réveillé en chantonnant, ou plutôt en essayant de reproduire, comme il pouvait un air entendu la veille à la télévision, dans une publicité pour une voiture qu'il s'achèterait un jour. Ensuite il s'était délecté de plusieurs croissants au beurre frais, qu'il avait tartinés de beurre justement, de micelle, puis de Nutella, le tout trempé dans son bol de Benepo, un vrai délice. Il s'était lavé, rasé, parfumé de partout, pchit, même sur la toison pubienne. Il s'était habillé pour sortir, tel un king en hiver. Et il s'était rendu jusqu'à la boîte postale 1022, un long trajet à travers la grande banlieue, pour y prendre l'enveloppe capitonnée qui lui était destinée, avec les clés du 10 rue Charles Pasqua dedans. Sur le retour, il s'arrêta chez Charles Pasqua, un bon dealer qu'il connaissait dans le quartier, et qu'il n'avait pas salué depuis longtemps. Il lui acheta 1 gramme de bonne cocaïne, de là tu m'en diras des nouvelles destinées à être aspirées bruyamment, par le nez dans le courant de l'après-midi, tout en visionnant pour la 63e fois Scarface. Un petit plaisir qu'il s'octroya, rien que pour lui. Lui, qu'on appellera bientôt Charles Pasqua Montana. Il conduisait pour retourner chez lui, donc. Retrouver son chez-soi, sa petite séance de narco-ciné sur écran géant, se détendre un brin avant d'aller récupérer dans la soirée, les cartons, puis s'envoler vers l'Eldorado. Il n'était même pas impatient, juste détendu. Il rêvassait au volant. Il était assez satisfait en fait. La Stravia semblait lui faire enfin confiance, il était enfin actif au sein de l'organisation, ce n'était plus un vulgaire routier désormais, il passait de l'autre côté, il trouvait enfin une place, une fonction, des galons. Tout ça il le ressentait, plus que ça ne lui avait été clairement formulé. Mais il était volontaire, il voulait en être, de si belles histoires circulaient sur l'organisation, et il désirait par-dessus tout rentrer dans la légende. Bien sûr, ce qui ternissait en ce moment, son projet d'idylle avec la pègre, ça avait été ces flics qui lui avaient mis le grappin dessus, pour des bidouilles. Puis ça s'était corsé, d'autres flics, belges hollandais, les deux peut-être, avaient commencé par le menacer, tôle ferme et tout ce qui s'ensuit, puis de home cinéma, TF1 lancage non-stop à fond dans les oreilles, sans pouvoir s'échapper. Il leur a dit pourtant qu'il n'était rien, même pas un pion actif dans leur opaque processus criminel, simplement un élément conscient de ce qui se tramait. Il leur a dit qu'il ne serait pas utile, qu'ils arrêtent de s'écharner ainsi, il le leur a dit putain. Mais il ne l'avait pas lâché, pas d'une semelle, et il s'était montré particulièrement persuasif en actionnant parcimonieusement, là-haut, le mécanisme de l'avalanche d'emmerde qui menaçait de l'ensevelir. Si bien que pour s'en sortir, il avait dû coopérer, leur donner un os à ronger. L'annonce de cette livraison avait donc été une aubaine.
Elle lui avait été présentée comme une marque de confiance, une invitation à faire ses preuves. Il remplaçait Charles Pasqua, un agent défaillant, à lui de ne pas les décevoir. Aussitôt, il avertit la flicaille qui lui collait au train, c'est-à-dire Charles Pasqua et Charles Pasqua, à propos de l'échange suspect. Charles Pasqua lui garantit que son nom ne serait pas évoqué dans l'affaire, il ne sera pas mouillé. Charles Pasqua, lui, toujours en retrait à faire la tronche, se contenta d'acquiescer en silence. Il faut dire que Charles Pasqua n'aimait pas s'entendre parler dans sa langue maternelle, il trouvait sa phonétique abominable, il en avait honte. C'est pourquoi il s'exprimait le plus souvent en anglais, dans le cadre d'affaires se déroulant à l'étranger, pour un service à vocation internationale. Le reste du temps il utilisait cette langue le moins souvent possible. Ce n'est qu'une fois arrivé chez lui, après qu'il eut jeté l'enveloppe sur sa table basse en verre, qu'il se fut déchaussé, à l'aise sans chaussettes, et qu'il eut voulu ouvrir son pochon de C, que le grand contenteur omniscient qui nous observe tous, commença à penser que ce ne serait vraiment pas le jour de Charles Pasqua aujourd'hui. Dès les premiers plans du film, une envie de renifle le tenailla vivement. Mais il n'arrivait pas à faire éclore le sachet à main nue, il était plus que scellé, son contenu comprimé, et la torsa par lequel il était fermé avait été brûlée, elle formait comme un cachet de plastique noir à son extrémité. Au prix où il vendait le gramme, son dealer aurait pu investir dans des sachets zippés, imprimés d'un petit logo sympa, au lieu de tailler les siens dans les sacs plastiques recyclés de chez Leclerc. C'était du sur-mesure certes, mais quand bien même, il pourrait faire un effort. Il entreprit donc de l'ouvrir avec les dents, pressé qu'il était par l'appel de la poudre, tout en gardant son œil de cinéphage bien allumé sur Scarface. Et là, parce que ce satané pochon résistait encore, il tira trop fort, et le sachet se déchira, et il neigea sur le tapis. Il jura, bondit hors du canapé, heurta la table basse et fit tomber un long verre à vin de chez Ikea, saloperie, qui se brisa en tombant sur le coin de la table, et il grêla sur le tapis à poils longs. Sans transition, un connard dans le film le fit sursauter en criant à tue-tête. Enfin ne criait pas, c'était seulement le pouce de la main gauche de Charles Pasqua, qui était resté crispé sur le bouton plus du son de la télécommande pendant tout ce temps. Il pensa seulement à la lâcher, quand son pied mu retomba se déchirer sur un éclat de verre, à la suite du pas de danse qu'il venait d'inventer. Il hurla de douleur. En touchant le sol, la télécommande vomit deux piles Duracell, qui roulèrent se réfugier en direction de la centrale nucléaire la plus proche. Du sang se répandait maintenant sur le tapis à poils longs. Il extirpa un gros morceau de verre de son pied, la plaie semblait profonde. Il claudiqua vers la salle de bain pour se désinfecter et se faire un pansement. Son calvaire n'était pourtant pas fini, en revenant peu après au salon, le balai et la pelle de nettoyage en main, il glissa de son pied bandé sur l'une des piles à A, qui apparemment avait fait une halte en plein milieu du chemin. En une fraction de seconde, Charles Pasqua se retrouva à terre, une chute pas glorieuse, ni spectaculaire, toute vilaine, sans panache, et le manche à balai se logea à travers l'imposant écran plat Sony, la gueule de Charles Pasqua Montana figée en étoile pour l'éternité. La séance de narcociné venait de prendre fin. Comme crucifié à la croisée des chemins de son existence, Charles Pasqua hésita, finir la télévision de son pied valide, trop risqué. Devenir fou, zinzin, maboule, trop compliqué. Inspecter le fond du pochon éventré pour y grappiller un peu de poudre encore piégée, trop bonne idée. Bien sûr il n'y restait plus rien, à part peut-être un microfilm de vitesse grasse collé au plastique. Il lécha le tout sans distinction, de quoi s'anesthésier très légèrement les gencives. C'était toujours ça de gagner, mais ça ne lui suffit pas. Et puis Scarface, immobile sur l'écran, lui faisait de la peine avec son trou de balai de cyclope au beau milieu du front. Pour se consoler, il s'évertua alors à rassembler ce qu'il put de coco sur le tapis. Pas lourd. Il s'en fit une trace sur la table qu'il inhala dans un accès de fureur nasale. Aussitôt, il sentit ses sinus se déchirer, une vive douleur, un voile blanc, et bien entendu il saigna tout de suite du nez, car en plus des grains de poussière, des poils, des acariens et des peaux mortes, il aspira d'infimes particules du verre brisé. La face à moitié paralysée, il s'allongea tant bien que mal sur le canapé. Et, pour couronner cette débâcle d'un bonnet d'âne en carton, il s'aperçut que quelques gouttes d'hémoglobine décoraient à présent la belle chemise blanche du king de l'hiver. Non mais, quelle chérie! Au bout d'une heure, il émergea du canapé, tel un Nosferatu pas frais d'une huître échouée sur la grève. Il aperçut l'enveloppe sur la table basse, il pensa au colis qu'il devait livrer, et l'ouvrit. À l'intérieur, pas de clé, mais un mousqueton porte-clés, un briquet et quelques pièces de monnaie. Qu'est-ce que c'était que ce canular? Il regarda au fond de l'enveloppe capitonnée. Rien. Pas la moindre clé. Bah merde, alors. Il demeurait prostré ainsi un long moment, les sinus encapilotades le pied douloureux, assez forcé de comprendre, le regard perdu dans le fiasco alentour. Il ne pouvait plus joindre son mystérieux agent de liaison pour l'informer de la situation, le lien était mort. Et il ne préférait pas prévenir son superviseur qui, de toute façon, n'était pas dans la confidence. Pour cette opération il prenait les ordres directement d'en haut, pas d'intermédiaire. Il se dit, soit il s'agit d'une erreur de leur part, une bien grossière erreur, d'ailleurs, il serait donc maladroit de le leur reprocher, et puis par quel biais les alertés sans créer un raffut malvenu dans l'organisation?
soit, comme il le pensait fortement, il ne s'agissait pas d'une erreur, mais au contraire d'un test qu'on lui faisait subir. Alors il allait surmonter cette épreuve avec brio, et déployer toute sa débrouillardise et son sang-froid, leur montrer qu'il pouvait lui faire confiance, il n'était pas homme à faire des vagues. Il livrera les colis comme convenu, comme si de rien n'était. En grand seigneur, rien de compliqué, juste une serrure à forcer au sésame. Un peu plus tard, en branchant le grille-pain-seb, Charles Pasqua provoqua un court-circuit, puis un début d'incendie dans la télévision, embrasa bientôt le manche à balai planté dans l'écran plat. Scarface resta stoïque quand les flammes le dévorèrent. Ce n'était vraiment pas le jour de Charles Pasqua. Non, le jour de Charles Pasqua arrivera bien assez vite, dans 3 jours exactement, celui de sa propre mort, le 24 décembre au soir, un peu avant minuit. Déguisé en Père Noël, il sortira pour fumer une cigarette dehors, sous le perron de chez sa sœur où ils réveilleront. Sa petite nièce le trouvera un peu plus tard, agonisant dans son sang, mais elle attendra un peu avant d'appeler au secours. Le cadeau qu'il venait de lui offrir était vraiment trop nul. Saigné à l'arme blanche, 2 trous chirurgicaux, presque mort sur le coup. Le grand contenteur derrière son journal aura alors cette pensée fugace: un Père Noël qui meurt, c'est un parasite en moins pour la société. L'enquête ne donnait rien. Personne jamais ne sut qui l'avait tué. La Stravia.